Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Nassau, Bahamas. Vendredi. Michael Flint respirait calmement, ignorant la fatigue musculaire et l'océan Atlantique glacial qui comprimait son corps à travers sa combinaison comme l'étreinte narquoise d'un anaconda. Il avait vu la mer faire bien pire. L'océan pouvait certainement écraser un homme, plus facilement qu'un serpent. Mais il ne pouvait pas penser à cela, maintenant. Il était trop tard pour faire demi-tour. Il s'était entraîné intelligemment et intensément pour cette mission. Il avait rappelé à son corps des leçons apprises il y a longtemps, et pratiquées, mais rarement utilisées ces derniers temps. Il était plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années. Son entraînement à la plongée de combat avait également guidé ses choix d'équipement. Sa combinaison lui collait à la peau comme une seconde peau, permettant une liberté de mouvement totale. Le couteau de plongée attaché à sa jambe était facilement accessible. Un Sig Sauer P226 standard non traçable était glissé dans sa combinaison. Le pistolet disposait d'une chambre étanche, ce qui signifiait qu'il pouvait tirer efficacement sous l'eau. Il ne s'attendait pas à une fusillade avant d'atteindre The Sea King, mais les opérations comme celle-ci étaient imprévisibles. Autour de sa taille se trouvaient des poids qui contrebalançaient sa flottabilité naturelle et le maintenaient sans effort sous la surface. Ses lèvres et ses dents tenaient en place l'embout de son système de recycleur. L'appareil faisait recirculer un petit volume d'air, éliminant le dioxyde de carbone nocif avant de permettre à l'air purifié de retourner dans ses poumons. Le système était léger, ce qui permettait une liberté de mouvement, et éliminait les bulles expirées qui auraient pu annoncer son approche. Sa stratégie de sortie était tout aussi solide. Il n'était pas inquiet. Il vivait comme toujours dans l'instant présent. Alerte. Orienté. Maîtrisé. Il respirait régulièrement à travers l'embout pendant qu'il nageait, de grandes palmes le propulsant régulièrement vers l'avant. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il nageait sous la surface depuis 37 minutes depuis le point de largage. Son système de recycleur fonctionnait normalement et garantissait une marge d'erreur confortable. Pas besoin de faire surface pour l'instant. À sa vitesse actuelle, il arriverait au super yacht de luxe exactement comme prévu. The Sea King reposait au large de la côte est de Nassau, aux Bahamas, détendu et solitaire sous le soleil comme un lézard paresseux. Le vent était faible et les vagues douces. Le yacht était capable d'une vitesse remarquablement élevée pour sa taille. Mais la vitesse n'était pas son objectif aujourd'hui. Flint avait étudié minutieusement chaque centimètre du Sea King et son équipage pendant les 2 dernières semaines. Alors qu'il terminait son approche, une autre partie de son cerveau passait en revue ce qu'il avait appris une fois de plus. Au centre, le Sea King s'élevait de 3 ponts au-dessus de la coque. Le pont supérieur était la réserve privée du propriétaire. Le pont en dessous était entouré d'une bande continue de fenêtres miroirs qui déviaient la chaleur sans obstruer les vues spectaculaires de l'intérieur. Lorsqu'il n'était pas utilisé, l'héliport à la proue était conçu pour servir de terrasse ensoleillée, souvent occupée par des baigneurs nus. Mais aucun ne s'y prélassait aujourd'hui. Le Sea King était célèbre dans certains cercles sociaux. Si les ponts et les cabines pouvaient parler, avait dit le client de Flint, des secrets scandaleux de maîtres du monde de renommée internationale seraient révélés. Pour Flint, le comportement dépravé de mondains frivoles était sans importance. Il n'était pas là pour faire la fête. Comme son père l'avait fait avant lui, le propriétaire actuel du yacht organisait chaque semaine une partie de cartes légendaires. La participation était uniquement sur invitation, pour des hommes d'une certaine qualité. Une longue liste de joueurs potentiels convoitait une place à la table. Certains dignes d'autres pas attendaient des années pour cette chance. Pour beaucoup, l'invitation ne viendrait jamais. Flint n'était pas le bienvenu. C'est pourquoi ses préparatifs avaient été particulièrement minutieux. Dans un bar de casino, il s'était lié d'amitié avec le chef privé du navire. Abreuvé de suffisamment d'alcool, le chef avait confirmé l'agencement intérieur personnalisé du Sea King que Flint avait récupéré dans les archives secrètes du fabricant. Avec un télescope haute puissance et des satellites militaires sécurisés,
Flint avait passé 2 semaines à étudier les activités du Sea-King. Le chef avait confirmé d'autres détails dans son ivresse. L'équipage régulier comptait 10 personnes, toutes formées au maniement des armes. 2 étaient dédiées à la sécurité. L'équipe de sécurité était identifiable par les badges noirs qu'ils portaient sur leurs uniformes blancs amidonnés. Mais c'était leur visage rougi par la mer et leurs muscles saillants qui les distinguaient comme ceux qui avaient le plus de chances de gagner dans un combat rapproché. Flint avait observé comment de riches visiteurs étaient transportés de l'île à l'héliport à la proue du Sea-King à plusieurs reprises. Occasionnellement, des femmes qui ne se comportaient pas comme des épouses étaient incluses. Jusqu'à 12 invités pouvaient être luxueusement logés pour la nuit. La capacité des visiteurs de jour était de 120 personnes. Il avait appris les systèmes et les routines du Sea-King, établi ses horaires, placé des traceurs sur les véhicules du navire. En bref, au cours des 14 derniers jours, il avait identifié, éliminé et minimisé les risques jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des dangers irréductibles. 2 heures avant d'entrer dans l'eau, Flint avait vu l'hélicoptère livrer seulement 5 joueurs pour la partie de poker à enjeu élevé. Avec l'équipage et le propriétaire, il y avait un total de 16 personnes à bord. 16 hommes. Pas de petites amies, pas de prostituées, et certainement pas d'épouses ou d'enfants. Le lot d'aujourd'hui était composé de joueurs de longue date, mais ils n'étaient pas les meilleurs des meilleurs. C'est ainsi que le propriétaire du yacht les aimait. Ces joueurs étaient les parfaits pigeons. Tout comme l'avait été le client de Flint. Si jamais les pigeons réalisaient qu'ils avaient été trompés, ils n'auraient aucun recours légal. Non pas que son client voulait faire une réclamation légale pour ses pertes. Loin de là. L'attention des tribunaux, ou de quiconque sur sa situation, était la dernière chose qu'il souhaitait. Ce qui, en plus d'une compétence extraordinaire, explique pourquoi il avait engagé Flint. La discrétion. Son client avait perdu un héritage familial. Un bijou, qui n'était pas si petit. Plus précisément, un pendentif en ambre et en or. Le pendentif était inestimable, car il avait été un cadeau. De Nicolas II. Le dernier tsar russe. L'arrière-grand-mère du client était une jeune violoniste. Dans les mois sombres précédant la Révolution russe, elle avait donné un concert privé pour les Romanov et leurs invités. Le tsar Nicolas II avait été si ému par la prestation, ses propres enfants si captivés par le talent artistique de la jeune fille, qu'il avait pris le pendentif du cou de sa femme et l'avait offert à la jeune musicienne. Elle avait donné le dernier concert jamais interprété pour la famille du tsar. Quelques mois plus tard, les Romanov furent exécutés dans un sinistre caveau de pierre. La jeune fille devint célèbre pour un temps. Elle porta le pendentif Romanov pendant chaque représentation jusqu'à la fin de sa carrière. Le pendentif avait été transmis de génération en génération dans sa famille, jusqu'à ce que le client de Flint en hérite. En raison de sa provenance, le pendentif était estimé à 8 millions de dollars, mais il n'était pas assuré. Aucune somme d'argent ne pourrait jamais remplacer cet héritage familial. Flint tapota la réplique bon marché rangée dans la pochette étanche de sa combinaison de plongée. L'authentique pendentif Romanov reposait à l'intérieur du coffre-fort dans le bureau privé du Sea-King, au cœur de la suite du propriétaire sur le pont supérieur. Flint n'avait qu'à échanger le faux pendentif contre le vrai. Quand il envisageait la mission sous cet angle, elle semblait assez simple. Il maintint son rythme, synchronisant sa respiration avec les mouvements puissants de ses bras et de ses jambes. La coque du Sea-King apparut droit devant, tranquille et patiente dans l'eau scintillante. Il jeta un nouveau coup d'œil à sa montre. La première pause programmée de la partie de poker s'était terminée 15 minutes auparavant. Il devait avoir bien repris le jeu dans le salon vitré du pont principal. Flint s'approcha de la poupe du yacht, où le beach club traversant comportait une plateforme de baignade rabattable, déployée en présence d'invités. Cette plateforme était l'endroit le plus facile et le plus rapide pour accéder au Sea-King depuis l'océan, et la zone la moins susceptible d'être occupée pendant l'intense partie de poker. Il resta bien sous la surface et nagea autour de la face inférieure de la plateforme. Il n'y avait pas de pieds qui pendaient dans l'eau. Il approcha du côté droit de la plateforme et sortit lentement la tête de l'eau. La plateforme était inoccupée.
Des meubles en rotin avec d'épais coussins blancs et des oreillers bleus océan étaient disposés sur le plancher en teck pour offrir des places assises à 6 personnes. 2 fauteuils club, une causeuse, 2 tables d'appoint et un pouf au centre complétaient l'ensemble. Tout comme prévu. Flint retira ses palmes et les attacha à sa ceinture. Il laissa tomber ses plombs dans l'océan, puis se hissa hors de l'eau sur la plateforme de baignade, en restant hors de vue d'une caméra de surveillance en circuit fermé. Il s'adossa à la coque et saisit son pistolet. Dans la même pochette étanche, il prit une serviette et essuya sa combinaison. La dernière chose dont il avait besoin était une traînée d'empreintes humides révélant sa présence. Satisfait, il glissa la serviette sous l'un des coussins. La suite du propriétaire se trouvait sur le pont supérieur, 2 ponts au-dessus de lui. Prenant soin d'éviter les caméras de sécurité, il s'engagea dans le navire en suivant un couloir et emprunta l'escalier arrière jusqu'au pont principal. Il se plaqua contre un pilier et jeta un coup d'œil autour de son bord dans l'immense salon aux murs de verre. Les vues de l'océan immense à travers les fenêtres teintées étaient à couper le souffle, mais les 6 joueurs de poker assis à distance de bras autour d'une table circulaire étaient concentrés sur la partie. Des piles de jetons reposaient à droite de chaque joueur. Personne ne parlait. Le croupier était un homme de Long Island, New York. Flint le reconnut d'après son dossier. Un homme à la morale flexible et aux pratiques commerciales douteuses. La pile de jetons à son coude était plus haute que toutes les autres. Sa réputation de joueur expert semblait bien établie. Flint continua silencieusement vers la prochaine volée d'escalier et monta au pont supérieur. Il ajusta sa prise sur son pistolet. L'équipe de sécurité du Sea King assouplissait les procédures lorsque le yacht était en mer, sachant qu'il pouvait facilement entendre tout véhicule approchant, dans l'éventualité improbable qu'il en arrive un. Comme prévu, la porte d'entrée de la suite du propriétaire était grande ouverte. Flint se glissa doucement sur le côté de l'entrée. Tout ce qu'il entendait, c'était une exclamation occasionnelle des joueurs en bas et le lointain vrombissement des moteurs du yacht, tournant au ralenti pour fournir de l'énergie pour la climatisation, l'éclairage, les équipements de cuisine et ainsi de suite. Il devait continuer à avancer. Plus il passait de temps sur le navire, plus grandes étaient les chances d'être découvert et d'échouer. Le timing était toujours primordial. Chapitre 2. Flint scruta les environs pour détecter d'éventuelles menaces, et n'en voyant aucune, se glissa prudemment à l'intérieur de la suite du propriétaire. Jusqu'ici tout allait bien. Chaque centimètre de la suite criait richesse et privilèges. Le prix d'achat de plusieurs millions de dollars du Sea King avait financé des intérieurs sur mesure bien au-delà de ce que de nombreux monarques navigateurs pouvaient se permettre. Il ignora cette grandeur et traversa le salon jusqu'à un court corridor. 2 portes menaient à des chambres, mais au fond se trouvait le bureau. Il regarda derrière lui et s'engagea dans le passage. Ses pas semblaient bruyants à ses oreilles hypersensibles dans cet espace confiné. Les joueurs se trouvaient en dessous. Il devait espérer que les constructeurs du yacht avaient été généreux avec l'isolation phonique entre les ponts. Le bois craqua devant lui. Une porte s'ouvrit brusquement. Un membre d'équipage en costume blanc sortit, tenant à 2 mains un plateau argenté avec les restes du repas. Ses yeux s'écarquillèrent au moment même où Flint inversait sa prise sur son arme et lançait un coup de poing direct. L'homme avait à peine commencé à ouvrir la bouche quand les phalanges de Flint s'écrasèrent contre sa mâchoire. Sa tête pivota sur le côté. Ses yeux se révulsèrent et son corps bascula en arrière. Flint attrapa le plateau de sa main libre et le plaqua contre l'homme qui s'effondrait, le poussant pour accentuer son mouvement de chute. Flint vérifia rapidement la pièce au-delà de la porte ouverte. Le lit était défait. Il devait être en train de nettoyer la suite du propriétaire. Flint déposa l'homme inconscient sur le sol. Marco d'après son badge. Flint plaça le plateau sur le lit et traîna Marco dans un placard. Il ferma la porte à clé. Marco resterait inconscient un moment. Le temps qu'il reprenne connaissance, Flint prévoyait d'être loin. Il tendit l'oreille. Les joueurs continuaient à parier, et les moteurs ronronnaient toujours. Il n'entendait personne se diriger dans sa direction. De retour dans le corridor,
Il sortit ses outils de son sac et avança vers la porte fermée. Le bureau était le domaine exclusif du propriétaire, selon son chef. L'accès était limité à 2 personnes, le propriétaire et son chef de sécurité. Un panneau biométrique contrôlait la serrure. Flint sourit en voyant le dispositif. C'était exactement comme l'avait décrit le chef ivre. Un scanner rétinien était nécessaire pour déverrouiller le bureau. La numérisation de la rétine avait un taux d'erreur d'1 sur 10 millions. Des probabilités impossibles, même pour ceux qui cherchaient à se venger d'un tricheur. Ainsi, on pouvait compter sur cette technologie pour contrecarrer le cambrioleur moyen. Mais bien que les scanners rétiniens semblent impressionnants dans les films, c'était une technologie capricieuse. En termes simples, ils n'étaient pas fiables. Un éclairage vif ou irrégulier, comme sur ce yacht, pouvait provoquer des dysfonctionnements. Si le propriétaire ou son chef de sécurité développait l'une des nombreuses affections oculaires, le scanner échouerait. Ce qui signifiait que le scanner rétinien pouvait bloquer l'accès du propriétaire à son propre bureau aussi facilement qu'il empêchait les autres d'y entrer. Inacceptable. Le propriétaire était assez sage pour connaître les faiblesses du scanner. Il savait aussi que les gouvernements férus de technologie préféraient maintenant la reconnaissance d'iris à la reconnaissance rétinienne pour sa fiabilité. Tout cela signifiait que les individus sophistiqués assez malins pour utiliser un scanner rétinien comme verrou de sécurité disposaient également d'un système de secours. Comme un scanner d'iris couplé à un lecteur d'empreintes digitales ou palmaires. Ou comme le propriétaire du Sea King, les 3 à la fois. Flint sourit à nouveau. Avec une planification préalable, ces systèmes de secours pouvaient être piratés. Et s'il y avait une chose qu'il savait faire, c'était bien planifier. Son temps de préparation avait été bien employé. Plus d'une fois au cours des 2 dernières semaines, il avait croisé le propriétaire du yacht dans le salon VIP du casino. Il avait obtenu des échantillons des empreintes digitales et palmaires du propriétaire. Il avait capturé des images haute résolution des 2 iris de l'homme. Il avait demandé des duplications des 3 données biométriques au laboratoire. L'ensemble du processus nécessitait un homme avec les talents et les connexions de Flint, bien sûr. Il glissa son arme dans sa ceinture et plongea à nouveau la main dans son sac d'outils pour récupérer ses contrefaçons. D'abord, il laissa le scanner rétinien rejeter ses rétines et activer le système de secours. Ensuite, il utilisa les duplicata d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires et de scans d'iris dans le bon ordre pour libérer la serrure. Il entra, referma la porte derrière lui et réactiva les scanners biométriques. Le coffre-fort se trouvait sur le mur du fond. C'était un objet de haute qualité, avec une serrure à combinaison à l'ancienne. Le propriétaire avait une confiance excessive en sa sécurité périphérique. Il ne s'attendait pas à ce qu'un cambrioleur arrive jusque-là. Flint fixa une petite boîte sur la porte du coffre et mit une oreillette. Il écouta les clics en tournant le cadran. 5 tours d'abord, pour démonter complètement le mécanisme. Puis il inversa la direction, écoutant et sentant les clics. Le changement de son était facile à trouver avec l'amplificateur spécialement conçu, mais il lui fallut 1 minute entière pour obtenir le dernier chiffre. La porte du coffre s'ouvrit. Il entendit des pas. Il leva le SIG et visa la porte. Flint tendit l'oreille pour percevoir ce qui se passait au-delà de la barrière. « Marco » appela un homme d'une voix étouffée. « Marco, où es-tu » Flint entendit des portes qu'on frappait doucement, puis des pas qui s'éloignaient. Il attendit encore un moment avant de baisser son arme et de retourner au coffre ouvert. Il rangea soigneusement le pendentif Romanov dans sa pochette étanche. Il sortit les documents et les objets de valeur, les disposa sur le sol et les photographia. Comme un milliardaire le lui avait dit un jour, tout bonhomme d'affaires garde toujours une assurance. Il replaça le contenu à l'intérieur du coffre-fort. Finalement, il plaça le faux pendentif à l'endroit précis où le vrai se trouvait quelques minutes auparavant. Son client avait besoin de temps pour recevoir le pendentif des Romanov et le remettre dans son coffre-fort avant que le propriétaire du yacht ne réalise sa disparition. Satisfait que le contenu du coffre soit disposé exactement comme il l'avait trouvé,
il verrouilla le coffre. Rapidement, il examina le bureau. Le luxe émanait de chaque centimètre carré de l'endroit. Si Flint avait été un autre genre de cambrioleur, il aurait pu faire un très beau butin. Mais il était là pour un objectif précis, et il l'avait atteint. Il laissa tout, à l'exception du pendentif, exactement où il l'avait trouvé. 8 minutes après être entré dans le bureau, il appuya sur le déverrouillage pour ouvrir la porte, se glissa dans la suite et tira la porte pour la fermer. Il entendit le verrou s'enclencher et les bips sonores de l'alarme biométrique se réinitialiser. Toujours bien dans les délais prévus pour la mission. Il ne restait plus que son extraction. Il ouvrit la porte et jeta un coup d'œil dans la cabine avec le lit défait. Le plateau et son désordre étaient toujours en place. Celui qui était venu chercher Marco n'avait pas fait le travail à sa place. Flint referma la porte et continua son chemin. Ses pieds nus glissèrent dans le couloir jusqu'au salon opulent. Derrière lui, un bruit sourd. Flint pivota, arme au poing. La pièce était vide et en bas, les joueurs parlaient toujours. Il respira plus librement. La porte de la chambre du propriétaire s'ouvrit brutalement. Marco trébucha dans le couloir, encore groggy, une main sur la tête tenant à peine debout. Marco n'était pas en état de se battre, mais son bruit allait attirer d'autres membres d'équipage. Flint tourna les talons et courut. Lorsqu'il atteignit les escaliers, il vit que l'équipage avait été plus rapide que prévu. Un des deux agents de sécurité, Hewitt, se tenait sur la première marche, un bras épais comme un tronc d'arbre pointant un Glock 19 vers la poitrine de Flint. Il fit un geste vers l'arme de Flint. « Lâche-la !» Flint avait couru, ses bras pompant fort. Il s'était préparé à descendre les escaliers 3 marches à la fois et à continuer. Le SIG était pointé vers le haut. Il n'avait aucun moyen de viser avant que le garde ne tire. D'ailleurs, il était venu pour un bijou de famille, pas pour un carnage. Flint tendit son arme en la gardant pointée vers l'extérieur du yacht. Il entendit des pas derrière lui. Marco, encore groggy, arriva à ses côtés. Il agita son poing devant le visage de Flint et lança un regard furieux. « Connard !» Flint saisit le bras de Marco avant qu'il ne puisse finir sa phrase et le propulsa dans les escaliers. Flint suivit derrière, dirigeant l'homme vers Hewitt avec son avant-bras. Le garde fit un pas de côté. Flint lança un coup de pied avec sa jambe gauche dans l'entrejambe de Hewitt. Le garde plia mais ne s'effondra pas. Flint poussa Marco devant Hewitt et bondit vers les escaliers menant au niveau inférieur. 2 autres membres d'équipage montaient les marches. Ils n'étaient pas armés, mais pouvaient facilement ralentir sa progression jusqu'à l'arrivée des renforts. Flint contourna les escaliers et courut vers la proue du bateau. Hewitt était de nouveau sur pied et se rapprochait rapidement. 2 coups de feu retentirent. Le bois éclata sur la cloison basse à côté de lui. Flint plongea au sol. Il était habitué à ce qu'on lui tire dessus, et cette balle lui apprit une chose. Le premier tir était un avertissement professionnel, mais le prochain le toucherait. Il courut derrière la cloison, plié en 2 pour minimiser son exposition. Hewitt apparut à l'angle de la cloison basse. Visant bas, Flint tira une fois. Hewitt hurla et bascula sur le côté, disparaissant de vue. Flint continua à courir. Il atteignit une échelle en acier inoxydable sur sa droite. Il se jeta sur les barreaux, agrippant le montant d'une main. « Pas un geste !» grogna une voix au bas de l'échelle. Le second agent de sécurité, Gilbey, brandissait un autre Glock. Chapitre 3. Flint s'arrêta. Il ne retira pas sa main du garde-corps. Il pouvait facilement sauter les 2 mètres qui le séparaient du pont principal, sans se blesser. À ce moment-là, il pourrait s'enfuir, mais une balle de l'arme de Gilbey pointée sur son abdomen voyagerait plus vite. « Descends, dit Gilbey, agitant une main dans cette direction comme si Flint ne comprenait peut-être pas le mot. Flint tendit son bras armé, le canon pointé vers la mer, et descendit de 3 barreaux. Un autre membre d'équipage tendit la main pour saisir le SIG. Flint regarda le type, puis tourna son regard vers les yeux de Gilbey et revint vers l'autre homme. Le regard de Gilbey suivit celui de Flint. Flint frappa violemment avec sa jambe droite, enfonçant son talon dans le visage de Gilbey,
tout en tirant un seul coup par-dessus l'épaule du membre d'équipage. Ce dernier recula brusquement loin du SIG. Flint se jeta sur Gilbey, le repoussant et utilisant son avant-bras pour écarter son Glock. Gilbey se tordit pour dévier le poids et la force de Flint. Flint frappa la tempe de Gilbey avec la crosse de son SIG. C'était un coup solide, expertement délivré, mais Gilbey grogna simplement et enfonça son poing dans l'estomac de Flint. La poche à l'avant de sa combinaison de plongée absorba l'essentiel de la force de Gilbey, mais le coup était suffisamment puissant pour lui couper le souffle. Gilbey abattit un poing lourd sur la mâchoire de Flint. Des étoiles dansèrent dans sa vision. Pendant qu'il récupérait, Gilbey saisit l'arme de Flint et lui arracha le pistolet des mains. Flint frappa l'entrejambe de Gilbey avec son genou. Il grogna, jeta le SIG au loin et repoussa Flint. Flint attrapa le bras du garde et le coinça à travers les barreaux de l'échelle avant de le lâcher. Le poids de Gilbey l'entraîna sur le pont. Il roula à plat sur le pont, cherchant assez d'espace pour se redresser. Flint tomba sur un genou et poussa la paume de sa main vers le haut contre le menton de Gilbey, projetant sa tête contre le pont. Un bruit sourd, creux mais satisfaisant, retentit sur le tech quand la tête du garde rebondit. Ses yeux se révulsèrent. Sa prise sur son arme se relâcha. Il était inconscient. Flint s'empara du Glock de Gilbey. Il tira au-dessus des têtes de 2 membres d'équipage qui couraient vers lui. Ils reculèrent tandis qu'il se dirigeait vers une autre échelle. Les mains à l'extérieur des rails, et les pieds ne touchant jamais les barreaux, il glissa et se poussa de la coque pour effectuer une chute libre des derniers mètres jusqu'au pont. Il atterrit dans un passage étroit qui menait vers l'héliport à la proue du yacht. Hewitt, le premier garde, apparut à l'extrémité arrière du passage. Flint leva le Glock. Hewitt fit de même. Flint n'avait aucune intention de rejouer un duel du Far West. Il se jeta sur le côté dans une alcôve abritant un radeau de sauvetage grandeur nature. Le radeau était suspendu au plafond par des sangles disposées de façon à le faire glisser facilement par-dessus bord en cas d'urgence. Flint prit son couteau dans son étui sur sa cuisse. L'outil tranchant trancha facilement les sangles. Le radeau était solide et lourd. Pendant sa chute, il le poussa dans le couloir et tira sur le levier qui gonflait le système de flottaison. La bouteille de gaz autonome gonfla le radeau. Il tressauta et rebondit, et en quelques instants il remplit le passage. La courbe de la coque du yacht s'évasait vers l'extérieur. Il pouvait sauter, mais le garde derrière lui aurait un tir dégagé à courte portée et ne manquerait pas d'en profiter. Flint entendit des coups de feu suivis du sifflement de l'air, alors que le radeau jaune vif commençait à se dégonfler. Flint jeta un coup d'œil par-dessus le bord du yacht. La surface de l'Atlantique était loin en bas. Il entendit qu'on déplaçait le radeau. Hewitt traverserait cette fragile barrière d'un instant à l'autre. Flint tira 2 coups au-dessus des têtes des 2 membres d'équipage qui s'étaient encore aventurés vers lui, et ils reculèrent. Il franchit la rambarde du passage d'un bond, se replia et roula quand il heurta le pont inférieur, puis courut à toute vitesse vers le bastingage, prenant de la vitesse et de l'élan. Sa combinaison de plongée en néoprène n'offrait aucune friction et aucune résistance à la gravité, alors qu'il sautait par-dessus la rambarde et se précipitait vers l'océan, tirant avec le Glock au-dessus de sa tête jusqu'à ce qu'il soit vide. Il entendit des tirs de riposte, mais sa descente rapide était la seule chose qui comptait. Il serra les pieds ensemble et redressa son dos avant de fendre l'eau comme une flèche. L'Atlantique lui vola sa vélocité. Le grand anaconda l'avait à nouveau dans son emprise. Il remonta ses genoux pour rouler rapidement, dirigea sa tête vers le bas et nagea vigoureusement. Des lignes blanches droites comme des lances silencieuses traçaient leur chemin dans l'eau autour de lui, provenant des armes tirées au-dessus. Le tir automatique était amorti, mais pas arrêté par la force implacable de l'eau. Il creusa ses mains et travailla avec ses jambes. Des mouvements complets et amples, aussi rapides et puissants que possible. Ses poumons brûlaient. Il n'avait pas eu le temps d'oxygéner son sang, et plonger sans poids pour l'entraîner plus profondément consumait tous ses efforts. Il tâtonna jusqu'à trouver l'embout du recycleur et le poussa dans sa bouche. Une ligne de balles blanches jaillit devant lui. Proche. Trop proche. Il renouvela sa descente,
s'orientant sous The Seeking hors de la ligne de tir. Les balles cessèrent de trancher l'eau. Ses oreilles protestèrent contre le changement de pression, mais il s'arrêta pour reprendre son souffle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.